Je vais le faire de façon collective. Hop. Je désactive tous les micros. Voilà. Hop. Je fais rentrer Nadir. Donc, Monsieur Lafont, je désactive. Bonjour Nadir. Eh bien, c'est parfait. Donc, l'enregistrement est lancé. Donc, je vais vous partager mon écran pour qu'on puisse faire un petit retour ensemble sur le questionnaire que certains d'entre vous ont bien voulu renseigner, sur les 3 petites questions sur la thématique. Donc, je vous partage mon écran. Alors. Ça arrive. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez bien mon écran? C'est noir là pour l'instant. Voilà. C'est bon. C'est Alors, bon, merci. Alors, ouais. Hop, voilà. Alors, Donc, sur la allons-y pour la première question. Question numéro 1. Voilà. Hop. Donc, comment devrait-on définir un savoir utile dans l'entreprise? Ouais. Alors, vous voulez afficher la question numéro 1? Alors, je l'ai sous les yeux. Elle est peut-être juste pas arrivée encore jusqu'à vous. Non. Voilà. Alors, donc, question numéro 1. Comme une connaissance applicable parce que maîtrisée sur une ou plusieurs dimensions de l'activité dans l'entreprise productive. Le savoir utile est une connaissance appliquée avec efficience parce que mieux maîtrisée et donc qui contribue aux résultats supérieurs sur l'activité entamée par l'entreprise. 60% ont répondu correctement. Question numéro 2. Alors, qui peut établir la valeur contributive d'un savoir? Alors, la réponse était A. Ceux qui le reçoivent et qui lui reconnaissent une application patente aux affaires de l'entreprise. Ce sont ceux qui reçoivent les savoirs et qui leur reconnaissent une application patente des affaires qui peuvent établir la valeur contributive de résultat de l'exercice financier terminé. Question numéro 3. Dans ce cas-ci, on avait 100%, ce qui est excellent. Et comme je l'ai mentionné à un participant il y a quelques minutes, je dois recevoir mes données statistiques au moins 30 minutes avant le début de la séance. Désolé pour le téléphone, ça va s'arrêter. Sans doute que vous entendez sonner. Je ne peux pas débrancher depuis où je me trouve actuellement. Question numéro 3. Qu'est-ce qu'une entreprise concurrentielle? Alors, un creuset d'actions pratiques qui use de savoir utile pour marquer sa valeur économique sur le long terme. L'entreprise est un creuset d'actions pratiques, donc, c'est dans cette perspective qu'on doit entrevoir l'ensemble des savoirs dont dispose l'entreprise. Il y a les savoirs acquis et il y a les savoirs requis, c'est-à-dire ceux qu'il faut acquérir pour être plus concurrentiel dans le marché éventuellement. Et à cette troisième question, 70% des répondants ont répondu la bonne réponse. Alors, comme je le mentionnais à Géraldine tout à l'heure, soit que les lectures que j'ai proposées aient été faites et que ça a éclairé suffisamment les participants, ou soit peut-être que l'enseignement que vous avez tiré de mes présentations jusqu'ici, puisqu'on en est rendu à la 5e, a donné des résultats heureux quelque part. Alors, une façon détournée de m'envoyer des fleurs. Allons-y pour le partage d'écran. Alors, je vous laisse partager. Je tenais juste à préciser pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour leur premier atelier, que là, pendant à peu près 30 à 40 minutes, Marcel va vraiment nous présenter, nous dérouler sa présentation. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à bien vouloir les noter dans le chat en parallèle, dans le Teams. Comme ça, on a vraiment un temps d'échange avec Marcel à la suite. Et moi, je renote bien sûr toutes vos questions et on échange autour de ça à la fin. Donc, vraiment, n'hésitez pas à noter vos questions. Et puis, donc, dans un premier temps, on va laisser Marcel nous présenter sa thématique du jour. Alors, je passe en partage d'écran.
Alors, vous me dites si... Est-ce que vous voyez la diapositive? Oui, ça y est. Oui. Alors, donc, on voit bien et on m'entend bien. Alors, je débute. On est à la capsule numéro 5, la gestion des savoirs dans l'entreprise de l'autrement. Alors, l'intelligence aux affaires, et j'ai bel et bien souligné le mot intelligence, j'ai d'ailleurs publié un ouvrage qui s'appelle L'intelligification de l'entreprise pour une bonne raison, c'est qu'il manque passablement d'intelligence dans la gestion des affaires des organisations en général. La logique de l'exposé, pyramide de gestion des savoirs utiles, la gestion de la tâche et de l'organisation, besoin, type de savoir, efficience, mesure et indicateurs, investir dans les savoirs, l'utilité des savoirs dans l'entreprise de l'autrement, les savoirs dans le marché et l'emploi de demain. Alors, de la pastèque au melon de miel. Alors, la dernière fois, quelqu'un a soulevé qu'en France, on adoptait des indicateurs qu'on appelait des indicateurs de pastèque, c'est-à-dire vert à l'extérieur pour bien paraître et rouge à l'intérieur parce que ça va très mal. Et le melon de miel est un fruit, du moins il est désigné comme ça au Québec, où c'est vert à l'intérieur et vert à l'extérieur. Alors, les indicateurs de mesure réels portent sur les capacités, potentialités et opportunités de l'organisation ou de l'entreprise. Il y a des statistiques d'opération qui sont des rendus d'activité et il y a le rendement d'exercice qui est le résultat. J'ai bel et bien fait la différence à plusieurs reprises lors de mes présentations entre le résultat et la performance. Le résultat étant d'exercice et la performance sur le cycle de vie entier de l'entreprise. Donc, le rendement d'exercice sur l'activité courante, c'est l'optimisation de la base de concurrence de l'entreprise. Donc, vous avez des entreprises gagnantes, ce sont celles qui ont des indicateurs de type melon de miel. De 4 à 6 indicateurs, ce sont des impératifs de différenciation. On suit des dysfonctionnements pour améliorer les dysfonctionnements de sorte qu'on soit différencié en termes de résultats éventuels sur l'exercice de son activité. Les statistiques, dans le cas des entreprises gagnantes, sont limitées. C'est un suivi de gestion. Et le rendement, il est élevé parce que c'est des marqueurs de rang marché. Alors, à quoi servent les statistiques dans l'entreprise gagnante? À la publication financière de données. Alors que du côté des entreprises perdantes, on est en mode pastèque. Elles ont, la plupart du temps, un tableau de bord qui est mal fichu, c'est-à-dire qu'elles confondent le tableau de bord et l'ensemble des données statistiques. Elles accumulent un nombre effarant de statistiques qui servent très souvent à pas grand-chose. Elles font plutôt du contrôle des personnes et des actes à travers les données statistiques qu'elles cumulent et le rendement est plutôt faible parce qu'elles font une obsession sur le profit et non pas une concentration sur la création du client. Il y a une différence entre la priorisation du profit et la priorisation de la satisfaction du client. Alors, elles utilisent les statistiques pour se faire du cinéma, somme toute, pour duper le monde. L'activité est une réponse au marché. Vous avez d'un côté des ressources qui sont l'input et vous avez le produit de l'activité qui est l'output et vous avez la contribution à l'espace social élargi qui est l'impact. Et entre les deux, vous avez ce qu'on appelle le throughput. Le throughput, c'est la séquence ou la chaîne de valeur au sens de Porter, la séquence des fonctions de traitement des ressources pour donner le résultat, c'est-à-dire l'output en termes de service à la clientèle. Capacité, potentialité et opportunité fondées sur des modes, méthodes et pratiques de gestion adaptées à sa situation, c'est-à-dire à ses besoins. Et ces besoins sont ceux de ses clients. Alors, vous avez ici la dimension économique qui est comptabilisée par les entreprises dans ces rapports annuels, rapports financiers. On parle de l'avantage concurrentiel, de l'apport de biens ou de services à la personne. Alors, c'est de l'ordre des moyens. Vous avez la condition sociale de départ et vous avez la condition sociale d'arrivée dans l'ensemble de l'activité économique des entreprises. Ici, on a la dimension sociale qui, elle, est non comptabilisée, malheureusement, dans les rapports annuels des entreprises.
Il s'agit de l'avantage comparatif, c'est-à-dire de l'apport au mieux-être de la société d'implantation dans laquelle se trouve l'entreprise en question. La fin vient en premier. Les moyens de l'activité viennent en deuxième. Donc, la fin de l'entreprise vient en premier, les moyens de l'activité viennent en deuxième. L'entreprise n'est pas là pour faire du profit, elle est là pour créer un client. Du client, elle dégagera un profit si le client est satisfait de ce qu'on lui offre. L'obligation morale d'ordre social, c'est l'optimisation des ressources, alors que l'obligation morale d'ordre économique, c'est l'optimisation de l'investissement. Si on présente l'ensemble de ces données-là ou de ces notions-là de manière différente, la chaîne d'obligation morale de l'entreprise, on a la fin qui est exprimée, c'est l'équivalent de la cause ou de la demande qui correspond aux besoins du client. Les moyens qui sont employés sont l'effet ou l'activité, donc la réponse à la demande, et la fin épongée, c'est l'impact et donc l'utilité en termes de satisfaction et de création de clients. On a donc, en somme, l'état de départ du marché, l'input, l'output et le throughput, et l'outcome qui est, en français, l'impact. Alors, la condition carencée, donc il y a un besoin à satisfaire dans le marché et il va y avoir, au bout de la chaîne d'obligation morale de l'entreprise, une condition améliorée, c'est-à-dire le service qui a été rendu au client. Et quand je parle de service, je parle de biens qu'il a acquis ou de services qu'on lui a fournis. Donc, on avait le client, l'entreprise et la société comme telle. La notion donc de dimension économique est ici, c'est-à-dire l'avantage concurrentiel dans le sens de Porter. Et vous avez ici la dimension sociale, malheureusement à laquelle on ne fait pas allusion la plupart du temps dans les enseignements sur la gestion des entreprises, c'est l'avantage comparatif de Ricardo. Donc ici, l'obligation morale d'optimiser l'investissement se situe au centre, elle est d'ordre de moyens, alors que l'obligation morale d'optimiser les ressources dans le milieu est d'ordre plus large, c'est la fin qui est en cause. Donc, la fin, au départ, c'est la condition du marché dans laquelle se situe le client qui a un besoin, d'où la condition carencée. Il veut combler une carence et l'entreprise va répondre à travers son activité aux besoins du client en lui procurant le bien utile qu'il demande, de sorte que sa condition soit améliorée. Donc ici, on est en mode induction. En science, il y a deux choses qui entrent en ligne de compte, l'induction qui est l'interprétation des faits du marché et la déduction qui est l'application de la personnalisation que l'on a faite à travers la philosophie que l'on a développée, fondée sur l'interprétation qui est l'élément d'induction des données de marché telles que le marché présente sa demande, de sorte que l'entreprise développe une philosophie, une personnalisation de la condition du marché pour en faire une application, c'est-à-dire de servir le marché, donc en mode déduction lors de l'application de ce qu'elle a déduit des besoins du marché. Et la personnalisation, elle est directement en fonction des modes, méthodes et pratiques de gestion de l'entreprise. La chaîne de satisfaction, le vase communicant de la performance. Ici, on a une référence, et la référence qui date de 2005 nous dit bien qu'il faut placer l'employé en premier. Le niveau de satisfaction atteint doit s'équilibrer relativement entre les trois marchés que comprend toute organisation, organisation comprise au sens d'entreprise ou d'organisme public, peu importe. Vous avez une autre référence ici chez d'autres auteurs qui nous parle effectivement de l'importance des personnes dans l'organisation. Alors, les trois marchés auxquels je viens de faire allusion sont en premier le personnel, ce sont les opérateurs au sens de Metzberg dans l'entreprise. Ils ont besoin de considération, de reconnaissance, non pas
de bienfaisance, mais de reconnaissance des apports économiques au résultat de l'entreprise. C'est le contexte du travail, les conditions générales d'exécution de la tâche qui stimulent l'engagement du personnel à l'activité ou à la tâche. Le deuxième élément, le deuxième marché, c'est celui des clients, les bénéficiaires en somme. Eux demandent de l'attention, ils demandent du mieux-être. On parle de coût-avantage. En passant, lorsque le fabricant automobile offre une automobile à sa clientèle, le client n'achète pas une automobile, il achète l'utilité que lui procure l'automobile. Donc, il a besoin d'éponger un besoin et non pas d'acquérir un bien pour acquérir un bien. Les trois marchés sont le marché des talents, le marché des services et le marché des crédits. L'un plus l'autre va donner la chaîne à laquelle je fais allusion, c'est-à-dire la chaîne de satisfaction. Et vous notez bien, la chaîne de satisfaction, c'est 1, le personnel, 2, le client, 3, l'actionnaire, et non pas l'inverse. Satisfaction de la demande veut dire création du client. Ça veut donc dire que le client est créé au moment où il y a une transaction avec le client. Satisfaction du client, c'est l'utilité, c'est-à-dire l'usage du bien. Alors, il y a donc une différence à faire dans les termes entre la satisfaction de la demande, qui est, elle, satisfaite au moment où la transaction se passe, et la satisfaction du client qui va venir par après, qui va être déterminée par l'utilité qu'il va trouver dans le bien qu'il a acquis, à l'usage du bien ou du service qu'il a acquis. Les deux ordres de satisfaction ne doivent pas être confondus. Et vous avez ici un ouvrage, et j'ai mis la référence, qui est extrêmement intéressant, par Vinette Nayar, Employees First, les employés en premier, le client en deuxième. Ce qui n'oblitère pas le fait que l'entreprise est là pour répondre aux besoins du client et non pas répondre aux besoins du personnel. Sauf que ce qu'il faut comprendre dans la chaîne de satisfaction, c'est que c'est le personnel qui produit l'activité et c'est le personnel qui est en relation avec le client. Et c'est le client qui achète et le client achetant va dégager du profit pour l'actionnaire. Il ne faut pas inverser l'ordre des priorités, ce que font 99,9% des entreprises, malheureusement. Donc, vous avez ici le personnel et le client. C'est la création du client au moment où le personnel sert le client qui est en demande. Et vous avez ici le client et l'actionnaire. Le client achetant le produit offert par l'entreprise va dégager le produit. Donc, la création vient avant le profit. La fin de l'entreprise, c'est la création du client et non pas le profit qui est un élément dérivé de la création du client. Et j'ai mis en bas une référence de Jack Welch de 2010. Shareholder value is the dumbest idea in the world. C'est-à-dire que l'idée de la valorisation de l'investissement de l'actionnaire comme priorité d'entreprise, c'est la plus grande ineptie qu'il n'y a pas. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jack Welch, à qui, sauf erreur, Fortune a reconnu le statut de meilleur gestionnaire du siècle. C'est quand même pas rien. Et ça ne veut pas dire que Jack Welch était sans travers. Les valeurs, donc les valeurs de comportement des personnes entraînent la valeur de l'entreprise et non pas l'inverse. Donc, il faut situer le capital et prioriser en conséquence. Le phénomène de priorisation est important puisque la priorisation dans toute organisation fait en sorte que le comportement des acteurs à l'activité est déterminé par cette priorisation. Vous avez le capital mental, vous avez le capital relationnel et vous avez le capital financier. Le capital mental comprend l'intelligence humaine, la culture et le leadership appliqués aux choses de la coopération dans l'activité à rendre. Le capital relationnel inclut des rapports interindividuels entre les membres du personnel et la direction et englobe les relations avec les clients et les autres parties prenantes aux affaires de l'entreprise. Quant au capital financier, il se compose du rendement sur l'activité et sur l'avoir, donc comme le dû de partage équitable entre les acteurs preneurs au résultat de l'activité et des affaires de l'entreprise. On doit donc ajouter le capital mental au capital relationnel pour obtenir le capital financier. Et le facteur levier, c'est le capital relationnel.
Donc, prioriser la valeur à l'actionnaire, c'est un visa pour l'échec. Et je signale encore une fois que la quasi-totalité des entreprises nous disent, on est là, nous, notre mission, notre raison d'être, c'est de faire du profit. Pour, Peter Drucker, en 1954, a bel et bien précisé, et il avait raison, que la raison d'être, la fin de l'entreprise, c'est la création du client, pas de profit, pas d'entreprise. Alors donc, le capital mental, le capital relationnel et le capital financier. Donc, le capital mental, c'est les savoirs, connaissances. Le capital relationnel, c'est l'état d'esprit à la tâche. Donc, entre les différents intervenants qui vont assurer l'accomplissement de l'activité de l'entreprise pour donner un résultat financier à la fin de l'exercice, c'est-à-dire le capital financier de l'entreprise. La demande satisfaite est la cause de l'activité. La satisfaction de besoin est l'effet de l'activité, alors que le profit est l'impact de l'activité. Ce n'est pas des termes pour des termes, je ne suis pas en train de faire de la sémantique, je suis en train de vous dire que si on ne précise pas les choses et qu'on ne se comprend pas sur le sens des termes, des idées, des notions et des concepts, on ne sait pas ce qu'on fait en management d'entreprise. Et comme disait l'autre, the rest is for the birds. De la confusion des genres. Management n'égale pas leadership, comme malheureusement on le lit à travers un nombre considérable d'écrits, où il y a une confusion entre le management et le leadership, ou le manager et le leader. Management et leadership. Le leader est essentiellement, se définit essentiellement par la vision qu'il a de l'activité et de l'entreprise. Donc, il met l'accent sur les idées nouvelles, il inspire les personnes, il a le regard tourné vers l'avenir et il modèle en quelque sorte la culture de l'entreprise, alors que le manager comme tel suit la vision, il est d'ordre exécutif, donc il est plus intéressé par les opérations courantes. Il assure en quelque sorte le succès des personnes par les modes, méthodes et pratiques de gestion auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure. Il travaille au présent et il endosse la culture de l'entreprise. Il y a donc une différence à faire entre les deux. Le style de leadership chez les managers semble compter, selon les enquêtes de Gallup, pour 70% dans la différence de la motivation des employés et donc de la productivité des employés. Donc, le leadership est important. 71% des employés croient que leur leader n'apporte pas suffisamment d'attention à la communication des buts et des stratégies ou des plans d'action de l'entreprise. Ultimement, les leaders doivent donner le ton. Non seulement le PDG, le CEO, mais les leaders à travers l'entreprise. Aujourd'hui, on parle de leadership distribué dans l'entreprise, c'est-à-dire leadership que l'on retrouve à tous les niveaux de l'exécution de l'activité. Tim Cook, le CEO d'Apple. Il y a donc une différence entre manager et leadership, et le malheur, c'est que c'est confondu dans un nombre incalculable d'écrits. Vous avez ce qu'on appelle le headship, et vous avez ce qu'on appelle le leadership. Le headship, c'est le rang occupé dans la structure d'exécution de l'activité de l'entreprise, alors que le leadership est une disposition donc d'ordre comportemental à influencer son milieu, donc les gens qui travaillent autour de soi. Le rang ou le poste ne signifie pas que la fonction managériale présuppose la disposition comportementale, c'est-à-dire le leadership. Or, les auteurs, surtout américains, confondent souvent leader et manager. Quand on parle d'un leader, on parle automatiquement d'un manager dans les textes, la plupart du temps, les textes américains. Et il faut faire cette distinction que bien des auteurs américains ont fait par ailleurs, mais qu'un nombre incalculable de gens qui réécrivent sur les questions de leadership et de management confondent. Et donc, à la suite de ça, les francophones font le même type d'erreur. Pyramide de gestion des savoirs utiles dans l'entreprise.
Donc, vous avez les savoirs, les stratégies, les structures, les changements organisationnels, les changements individuels et les fondements théoriques du système. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une philosophie de gestion dans l'entreprise pour savoir ce qu'on a à faire. Donc, vous avez à gauche les savoir-être qui sont des comportements, les savoir-faire qui sont des habilités et les savoirs-connaissances qui sont des acquis qui vont permettre la mise en œuvre des habilités et les comportements qui vont donner lieu à un résultat supérieur. Donc, il faut investir en premier dans le savoir-être, c'est-à-dire le comportement des acteurs, de sorte que les habilités soient mises en pratique de façon utile et que donc les connaissances acquises par chacun soient appliquées de façon à donner du résultat, donc du rendement financier sur les opérations annuelles de l'entreprise. Donc, vous avez une inversion entre l'investissement, l'ordre d'investissement à droite et l'ordre du rendement à gauche des différents savoirs gérés dans l'entreprise. En inversant la relation, on inverse également le rapport d'efficience entre les deux, c'est-à-dire entre l'investissement et le rendement. C'est le comportement des acteurs qui agit comme levier des habilités, les habilités étant, elles, fondées sur les savoirs connaissances acquises par les personnes pour exécuter leur mandat d'emploi. Composantes du cadre de gestion des savoirs dans l'entreprise de l'autre banc. J'ai mis là une liste et je ne vais pas vous lire la totalité des éléments que j'ai mis, des composantes de l'organisation. Je vais faire allusion tout simplement aux besoins de décentralisation du pouvoir de décision au niveau de l'exécution, de l'exécutant de la tâche. Pardon. Les attentes de performance axées sur l'engagement des acteurs, la transparence dans l'évaluation de la performance, la priorité à l'innovation dans l'activité. Ce sont là des éléments, donc des composantes importantes. Ce ne sont pas les seuls. Vous en avez une dizaine qui sont à l'écran. J'ai fait allusion ce qui m'apparaît être les quatre principales. Les composantes de la tâche, c'est les relations supérieures subordonnées dans l'organisation, les structures d'exécution autonomes, et j'ai bel et bien dit autonome et non pas semi-autonome, comme je vois dans des textes. Il n'y a pas de semi-autonomie, comme il n'y a pas, pardonnez-moi mesdames, il n'y a pas de semi-grossesse. On est autonome ou on n'est pas autonome. Les attentes de rendement exigeantes, mais réalistes, donc exigeantes. Il doit y avoir un stretch, c'est-à-dire une demande supérieure sur l'accomplissement de la tâche, puisqu'au fur et à mesure de l'exécution de la tâche, à travers les exercices annuels, il y a une acquisition de connaissances additionnelles, donc une meilleure maîtrise des moyens d'exécution de la tâche. Et le climat du travail doit être stimulant et responsabilisant. J'ai bien dit responsabilisant et non pas infantilisant. Les variables du changement dans l'entreprise de l'autre banc. Les changements organisationnels, donc, le milieu doit permettre des initiatives au travail en groupe autonome. La recherche et développement de systèmes nouveaux. Je ne connais pas, je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne connais pas une seule entreprise, grande, moyenne ou petite, qui a un service de recherche et développement en management. La plupart des entreprises ont des départements de recherche et développement pour fin de mise au point de produits nouveaux, mais de centres de recherche et développement en management, pourtant, elles sont là pour manager quelque chose, c'est-à-dire l'ensemble des ressources de l'entreprise. Transfert de savoir à l'avantage des groupes. Et changement individuel, les décisions prises suite à l'empowerment à la tâche. L'empowerment, c'est la décentralisation du pouvoir de décision, c'est de donner le pouvoir à l'exécutant de la tâche de prendre toutes les décisions relatives à la tâche sans avoir à obtenir préalablement une autorisation pour agir. Il a été embauché au départ parce qu'il avait des compétences susceptibles de l'amener à accomplir son mandat d'emploi. Laissez-lui choisir les moyens de l'exécution de sa tâche. Fixez cependant le résultat attendu. L'approche problem solving, donc la résolution de problèmes à la tâche. S'il n'y a pas d'autonomie à la tâche, il n'y a pas de problem solving. Les gens, le personnel va attendre que la supervision, la direction leur indique les moyens de résoudre les problèmes. Gestion des savoirs à l'avantage du groupe propre.
Donc, le savoir doit pouvoir se développer de manière naturelle, autonome au sein des groupes s'il y a de l'autonomie à la tâche dans l'exécution des mandats d'emploi. Dans l'industrie, Landon qui nous vient de Toyota, est un système d'alarme qui permet à un opérateur de signaler qu'il rencontre une anomalie sur son poste de travail qu'il ne peut pas résoudre. Donc, il arrête la totalité de la chaîne de production. L'usine entière chez Toyota s'arrête quand quelqu'un tire le hand-on. Alors donc, il n'y a personne qui va tirer le hand-on parce que, par fantaisie, il va tirer le hand-on parce qu'il y a un problème qu'il ne peut pas résoudre, et s'il ne peut pas le résoudre à son niveau d'exécution dans le flux de tâches, dans le flux d'activité, c'est qu'à l'autre bout, au moment où le produit final va sortir, le problème va être centuplé en quelque sorte. La semi-autonomie, c'est la non-autonomie. Il n'y a pas de semi-autonomie. La nature des savoirs dans l'entreprise de l'autrement, donc vous avez la nature, vous avez ce à quoi j'ai fait allusion tout à l'heure, c'était en premier, vous avez les savoirs acquis. C'est l'assimilation, la maîtrise que l'on a des savoirs dont on dispose. Et vous avez en deuxième lieu les savoirs requis, c'est-à-dire le renouvellement des savoirs pour créer quelque chose de nouveau. Donc, à gauche, on est en mode exploitation, c'est-à-dire stock, accumulation des différents savoirs, et à droite, du côté des savoirs requis, on est en mode exploration, c'est-à-dire flux, donc renouvellement du stock de savoir pour répondre à des besoins. Là, vous avez la mesure ici à gauche en termes de résultats et à droite en termes de performance, puisque ça s'applique sur le cycle de vie entier de l'entreprise. Il doit y avoir du partage des savoirs dans l'entreprise, comme il devrait y avoir du partage des avantages retirés de l'activité. Donc, il doit y avoir une circulation des savoirs pour qu'un transfert se fasse et que ça donne lieu à l'amélioration des modes, méthodes et pratiques de gestion pour élever le résultat éventuel de l'activité. Sans le transfert des savoirs acquis à l'échelle des fonctions le requérant, rien ne sert d'ajouter des savoirs requis nouveaux. Il y aura perte sèche sur les premiers et perte additionnelle sur les derniers, faute d'avoir su maîtriser les acquis. Donc, avant d'ajouter des requis, si on maîtrise mal les acquis, je veux dire, de mettre l'accent sur les requis n'aidera en rien, puisque déjà la base qui est les acquis est mal comprise, mal assimilée, mal gérée. Donc, les modes, méthodes et pratiques de gestion qui doivent donner lieu à des façons innovantes de gérer la structure de réponse de l'entreprise, qui est l'activité même de l'entreprise pour satisfaire la demande marché. Ce sont les modes, méthodes et pratiques de gestion qui vont faire la différence. Des types de savoirs dans l'entreprise. Vous avez ce qu'on appelle les savoirs tacites, qui sont personnalisés, qui sont immatériels. Par exemple, les communautés de savoir, recherche et développement, les échanges informels, les discussions formelles, le mentorat, le tutorat, l'alternance, les alliances université-entreprise, ça compte pour 80% des savoirs dans l'entreprise. Donc, ils sont immatériels et ils sont détenus par les personnes et non pas par l'entreprise comme telle. Et vous avez les savoirs explicites qui, eux, sont institutionnalisés, c'est-à-dire matérialisés. Ça compte pour 20%. C'est le centre d'interprétation, c'est l'intelligence artificielle, de deep learning, l'imprimante 3D, l'Internet des objets, l'intranet, l'Internet, etc. Les livres, les CD, l'ensemble des documents matérialisés qui contiennent des éléments de données auxquels le personnel peut référer pour apprendre davantage à mieux maîtriser sa tâche. Mais ce qui est le plus important, c'est ce qui n'est pas contenu sur un support matérialisé, c'est-à-dire les tacites qui sont immatériels et détenus par les personnes. Ce qui fait que quand les personnes quittent l'entreprise, vous avez 80% des savoirs détenus par la personne qui viennent de partir, de quitter. Alors, au niveau des actions, vous avez à gauche les fonctions, au centre l'administration et la direction, et à droite la différenciation. Donc, les éléments d'efficience, c'est la production, les techniques et les habiletés. L'administration et la direction, c'est la gouvernance. La gouvernance étant rattachée au conseil d'administration, la gérance étant reliée à la direction d'entreprise. Ici, on parle de l'efficacité. Il y a une différence entre l'efficacité et l'efficience. L'efficacité, c'est faire la bonne chose. L'efficience, c'est bien faire la chose. Et ce n'est pas.
à confondre. Et à droite, vous avez la mission, donc la fin marché, qui est la satisfaction, et telle que je l'ai expliqué, dans le sens de Porter, la satisfaction, c'est la satisfaction de la demande, et la satisfaction de la demande se produit au moment où la transaction a lieu avec le client. Donc, au centre, on avait les valeurs et les comportements, et à droite, on a les avantages aux clients. Alors, vous distinguez bien là, les avantages aux clients. L'entreprise n'est pas là pour ses avantages à elle, elle est là pour les avantages aux clients. Des avantages aux clients, elle va retirer des avantages pour elle et non pas l'inverse. Sur le plan de la mesure, on peut mesurer de façon horaire, journalière ou hebdomadaire, trimestrielle, semestrielle ou annuelle, ou semestrielle, encore une fois, et annuelle ou triennale, selon l'ordre des besoins et les savoirs utiles et la courbe de l'efficience. La maîtrise des savoirs, donc la variable dépendante, dépend de la mise en œuvre des savoirs, la variable indépendante. Et ici, on a la courbe de l'efficience globale de l'entreprise. Donc, la maîtrise des savoirs, au niveau des personnes, c'est l'application, au niveau des groupes, c'est le partage, et au niveau de l'organisation, c'est la rentabilisation des savoirs comme tels. Et la mise en œuvre, vous avez la mise en œuvre minimum, c'est-à-dire accomplir la tâche et rien de plus. Et vous avez le moment de passage, c'est-à-dire l'amélioration des modes, méthodes et pratiques de gestion pour faire en sorte que les savoirs donnent de meilleurs résultats. Et vous avez à droite la mise en œuvre optimum, c'est-à-dire la création du prochain client. J'ai bel et bien mis prochain client. Prochain client veut dire prochaine transaction, même avec la même personne. Alors, l'innovation, c'est l'exploitation à l'interne de l'ordre des moyens, de sorte que le résultat d'exercice nous permette d'optimiser les ressources dont on dispose pour répondre à la demande marché. Et à droite, vous avez, sur le plan du marketing, l'exploration qui, elle, est à l'externe, c'est d'ordre de fin d'entreprise et ça se mesure en termes de performance sur le cycle de vie entier de l'entreprise. Donc, on optimise l'utilité du service ou du bien offert par l'entreprise. Peter Drucker, en 1972, a bel et bien établi qu'il y avait deux grandes fonctions dans l'entreprise, c'est-à-dire l'innovation et le marketing. Donc, à l'interne, j'exploite mes ressources et à l'externe, je vends mon produit, mon bien, mon service. En somme, je réponds aux besoins du marché. Ici, on a l'ère des perdantes d'entreprise. Ici, on a l'ère des apprenantes d'entreprise. Ici, on a l'ère des gagnantes d'entreprise. Et à l'extrême droite, on a l'ère de la first in class, c'est-à-dire celle qui a le mieux optimisé son service au marché. Donc, qui a mieux créé le client, satisfaire sa demande. La mesure des savoirs dans l'entreprise. En premier, le client, la fin de l'entreprise. Et en deuxième, l'entreprise avec ses moyens, l'entreprise est là pour répondre aux attentes, aux besoins du client. Donc, le besoin est exprimé, il est identifié et ça commande des objectifs ajustés de la part de l'entreprise pour que l'entreprise offre un service, donc des usages conséquents qui doivent confirmer l'utilité de l'entreprise à travers son activité. Vous avez donc ici le besoin d'augmenter l'usage de ce que l'entreprise offre, de sorte que les besoins soient, eux, réduits. En somme, l'utilité doit réduire l'ordre des besoins, sinon il n'y a pas d'utilité à part de l'entreprise. Alors, le modèle que j'ai mis au point, des indicateurs d'efficience des savoirs dans l'entreprise de l'autrement, vous avez les attitudes, c'est-à-dire l'état d'esprit. Et vous avez à droite les aptitudes, les habiletés techniques à la tâche. Donc, on a gérer les relations, le leadership, la gestion de groupe, la délégation, la sensibilité à travers le phénomène des communications. Donc, c'est sur le plan intellectuel, le savoir-être et le savoir-être entreprise et le savoir-être des acteurs. Deuxièmement, sur le plan personnel, gérer les fonctions, l'autonomie à la tâche, l'intégration des différentes fonctions dans l'entreprise pour qu'il y ait une économie sur le flux de tâches, la flexibilité qui est la réponse au marché et la créativité qui est l'inventivité à travers le phénomène de responsabilisation des acteurs. Et sur le plan managérial, les habiletés des dirigeants et les habiletés des opérateurs. À gauche,
à droite, pardon, on a géré les stratégies à travers la planification, l'application, l'évaluation et les modifications, c'est-à-dire l'amélioration des modes et méthodes de gestion de l'entreprise. Donc, c'est à travers le phénomène ou le processus de prise de décision que ça s'opère. Et finalement, vous avez géré les structures, c'est-à-dire l'analyse, la synthèse à travers l'objectivité dont on peut faire montre. L'entreprise doit d'abord assurer 1 et 3. 1, c'est gérer les relations. 3, gérer les stratégies pour obtenir ensuite gérer les fonctions et gérer les structures. Investir dans les savoirs de l'entreprise. Regardons ce que ça donne ici. Je m'excuse, c'était en 2008, c'est ça. Des données de l'OCDE en 2008. Alors, on a la France, on a le Canada, et on a un tout petit pays qui s'appelle la Finlande. L'investissement dans le savoir, regardez l'écart entre la Finlande et la France, pour prendre que ce cas, un écart de 137%. Sauf erreur, la France est beaucoup plus populeuse et a beaucoup plus de ressources que la Finlande. Cependant, la Finlande semble, sur le plan économique et social, un peu mieux organisée, même si beaucoup la blâment d'être socialisante, soi-disant. Sur le plan économique, ça donne de drôles de résultats d'avoir des gens qui soient plus heureux, plus satisfaits dans leur milieu de travail comme dans la société. Cela expliquerait-il les résultats d'enquête internationale sur la satisfaction à vie dans le monde? La Finlande est à 7,6 et la France est à 6,5. Vous me direz, ça fait un écart relativement mince. Je vous dirai, détrompez-vous, parce que entre 7,6 et 6,5, c'est exponentiel. C'est très grand. Investir dans les savoirs de l'entreprise. En recherche et développement dans l'Union européenne, vous avez 1,36% du PIB qui est investi dans la recherche et développement. Donc, sur un total de dépenses de recherche et développement de 2,6% du PIB, ça donne donc, les entreprises contribuent pour 66%. Alors ici, vous avez à droite le même genre de données, mais reportées sur un autre type de graphique, où vous avez le 3% de la communauté européenne versus le 6,5% aux États-Unis. Pourtant, si on compare l'économie totale de l'Union européenne et l'économie totale des États-Unis, on n'est pas très loin d'avoir du pareil au même. Vous avez là un écart de 217%. C'est quand même pas rien. L'évolution de l'utilité des savoirs dans l'entreprise. L'objet du tableau que je vous présente n'est pas de définir chacun des termes, mais de fournir un exemple de grille que l'entreprise peut adopter en vue de gérer et de mesurer les différentes stratégies de gestion des savoirs et de leur support pour juger de leur utilité. Alors, je vais l'expliquer, le tableau là. Alors, donc, j'ai mis ici une traduction. Vous savez, dans cette grille, où on a pris tout simplement des savoirs scientifiques et des moyens de traitement des savoirs scientifiques, c'est-à-dire les ordinateurs, et la symbiose en haut du graphique des deux. Alors, ils ont pris comme variable les percées de marché, la duplication, la standardisation, l'ajustement à la théorie, l'automatisation et la maturité des différents savoirs. Et vous avez en bas, au niveau des générations, alors il y a 12 générations, donc de 1940 à 2044, c'est la grille qu'eux ont développée, c'est-à-dire ceux qui ont produit cette fameuse grille, pardon. Alors donc, ce que je vous suggère ici, c'est dotez-vous vous-même d'une grille qui corresponde à la nature de vos besoins, et non pas faire ce qu'on appelle habituellement le benchmarking, l'importation pure et plate des pratiques des autres pour essayer de les plaquer chez soi et se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Adopter quelque chose qui corresponde à l'intelligence des besoins dans votre organisation. Les savoirs dans le marché de l'emploi de demain. Alors donc, vous avez la spécialisation nécessaire des savoirs utiles dépend de l'universalisation de la diffusion des savoirs utiles. La courbe d'enrichissement du savoir utile compte tenu de la complexité accrue de l'activité et la courbe du besoin d'embauche des humains dans l'entreprise complexifiée par l'économie du marché. Alors, le marché se complexifie de plus en plus, l'économie se complexifie de plus en plus,
Et on a besoin de plus en plus de spécialisation. Et on a tellement besoin de spécialisation qu'on est en train de développer des machines pour remplacer les humains parce que les humains n'arrivent pas à se spécialiser suffisamment rapidement pour répondre aux besoins du marché. L'emploi de demain continuera, mais sera en diminution. L'emploi des humains, bien sûr. L'usage des machines, donc l'intelligence artificielle, va s'imposer partout. Et c'est pas moi qui le dis, là. C'est des auteurs qui parlent de la singularité, c'est-à-dire entre 2030 et 2045, où le moment va, où la substitution des savoirs va être tellement rapide dans le marché que les humains n'arriveront plus à s'ajuster. Plus l'accélération de l'implantation des machines s'intensifiera, plus les savoirs devront être spécialisés, ce que le deep learning permettra de faire et que l'humain n'arrivera pas à faire. L'effet d'entraînement ira grandissant. L'humain sera moins requis au stade de la production-distribution qu'il ne sera indispensable, et bien dit indispensable, au stade de la consommation comme telle, c'est-à-dire entre ce que j'appelle les interfaces, interactions et interrelations entre l'entreprise et le client, et non plus à l'intérieur de la boîte noire, celle qui assurait la production-distribution physiquement parlant. Le marché de l'emploi de demain, l'emploi conventionnel, presque tous en chute rapide dès 2030, enfin entre 2030 et 2045. Les emplois atypiques, gestionnaires de risques accrus, partenaires d'alliances courtes, associés de clientèle, promoteurs d'images, solliciteurs d'investissement, statisticiens du blitzscaling. Les deux sociétés vont se côtoyer, c'est-à-dire la société mécaniste, où il va y avoir homogénéité, conformité et réédition à travers les machines, et la société organique, où il va y avoir différenciation, accélération et personnalisation au niveau des interfaces et des interactions entre les humains. Donc, vous avez l'entreprise va externaliser la majeure partie de ses emplois et l'activité sera contractualisée avec des indépendants de services, ceux que vous voyez à droite en haut, pour assurer leur renouvellement plus rapide et sans contrainte de travail. Et j'ai là fourni des données statistiques pour vous montrer que je n'ai pas inventé ce à quoi je viens de faire allusion. Et ici, on a le lien pour l'étude aux États-Unis sur le même type de situation. Je vous signale en terminant les 5 ouvrages que j'ai publiés, non pas pour faire une publicité, mais tout simplement pour vous rappeler qu'il y a là des éléments peut-être intéressants et même utiles de référence pour une meilleure compréhension de ce qu'est le management et ce qu'est l'entreprise. Alors, on va passer aux questions. Merci Marcel. Alors, bougez pas que j'enlève le mode. Vous pouvez peut-être enlever le. Je ne peux pas enlever le mode partage d'écran. C'est à vous de le faire de votre poste. Alors, okay. Tout le monde a été très, très attentif puisqu'il y a aujourd'hui, enfin, il n'y a pas encore de questions de poser. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à nous rejoindre sur le Klaxoon ou alors tout simplement à poser vos questions dans le chat et puis comme ça, on va pouvoir partager avec Marcel ou tout simplement ouvrir votre micro et puis interroger Marcel ou partager autour de cette thématique. Bougez pas une seconde. Bon, que je vous retrouve là. OK, arrêtez le partage, voilà. Là, vous devriez, dans une petite, quelques secondes, oui. avoir ma binette, comme on dit au Québec, à l'écran. Ah, on la connaît, celle-là, en France, la binette. Allez, alors, les questions. J'espère ne pas vous avoir perdu dans le flot de commentaires que j'ai apportés. Il y a beaucoup de substances, je le réalise, il y a beaucoup de notions. Je préfère vous en donner davantage et expliquer et articuler ma pensée de sorte que vous alliez plus loin plutôt que de vous donner sèchement une ou deux notions et que vous partiez avec ça et que dans deux minutes après la présentation, tout a été oublié parce que c'était pas suffisamment riche. Pas de souci. Donc, on a une première question de Manel. Quel est le meilleur moyen pour partager les savoirs tacites, vu qu'ils représentent 80% des savoirs de l'entreprise?
Alors, les savoirs tacites, la question est d'autant plus intéressante que les savoirs tacites ne sont pas effectivement explicités, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas contenus sur des supports matérialisés. Donc, ils ne sont pas accessibles aux autres si on ne les exprime pas. Alors, le meilleur moyen, c'est à travers les communautés de savoir où il y a des échanges, d'une part. Un autre moyen, c'est le phénomène de l'observation, c'est-à-dire par l'observation de l'exécution de la tâche, on apprend et on constate qu'il y a des choses qui sont faites et qui sont difficiles à décrire et qui nous permettent de mieux comprendre. Je donne un exemple tout simple. Essayez d'expliquer à un enfant comment on fait de la bicyclette. Ça a l'air tout simple, mais c'est extraordinairement compliqué. Alors, la façon la plus simple, c'est que vous enfourchez la bicyclette puis vous lui montrez. Et l'enfant va tout de suite réaliser la même chose que ce que vous avez fait. Alors que si vous essayez verbalement de lui expliquer, ça va être extraordinairement compliqué de lui expliquer comment on fait de la bicyclette. Alors, ça a l'air un peu idiot ce que je viens de donner comme exemple, mais c'est bel et bien ce que les auteurs en recherche nous disent. Un autre exemple, c'est le boulanger. Alors, le maître boulanger roule son pain, fabrique son pain et pétrit son pain et ça donne un excellent résultat. L'apprenti essaie de faire la même chose et ça ne donne pas un très bon résultat. Le pain est bon, mais pas aussi bon que celui du maître boulanger. Et en observant, il réalise que le maître boulanger fait quelque chose qu'il n'avait pas noté jusque-là. Et lui va le répéter et ça va donner un résultat supérieur. Alors là, on est en observation. On n'est pas en benchmarking, importation de pratique. Il faut faire une différence là. Parce que le phénomène en management de l'importation des pratiques, c'est dans la quasi-totalité des cas une excuse pour soi-disant emprunter la pratique de quelqu'un et la plaquer chez soi, alors que, comme je l'ai expliqué lors d'une présentation précédente, les différentes pratiques dans une entreprise sont liées directement à la culture, aux personnes, à l'historique, à un nombre considérable d'autres variables qui, elles, ne sont pas importées au moment où on importe la pratique. Question suivante. Alors, est-ce que d'autres personnes souhaitent poser une question dans le chat? Sinon, je vais partager mon écran. Manel, est-ce que j'ai répondu à sa question là? Manel, c'est bon pour vous? Ça répond à votre question? On ne vous entend pas. Est-ce que vous avez possibilité de mettre votre micro peut-être? Oui, on vous entend très bas. Si vous pouvez monter un petit peu le son. Oui, alors je disais qu'en fait, merci pour la réponse, mais je me disais en fait comment donner envie aux employés de participer dans ces communautés d'échange en fait, puisque c'est en fait il n'y a pas un moyen donc bien structuré pour le partage et que chacun doit participer, mais je pense que c'est très difficile dans une entreprise à faire participer. Il y a un moyen structuré, il faut s'entendre sur le mot structuré. Il faut faire attention là, aux structures. Ce ne sont pas les structures, ce sont les interactions entre les personnes qui font la différence dans un milieu organisationnel. Les communautés de savoir, ce sont des instances où les personnes se rencontrent pour échanger entre elles sur des façons de voir le management et de donner prise à des initiatives et de faire en somme, de cheminer ensemble en vue d'améliorer la situation sur le plan des modes, méthodes et pratiques de gestion de l'entreprise. Donc, il y a là quand même un élément de structure, mais il ne faut pas entrevoir le management sur le plan, si on revient au mot structure, comme une structure du type recette, je fais 1, 2, 3, 4 et ça donne tel résultat. Ce genre de démarche-là, ça a été démontré à plusieurs reprises. Malgré tout, tout le monde le fait ou cherche à le faire. Ça ne donne pas de bons résultats. Il faut trouver sa façon à soi d'échanger. Donc, au niveau de la gestion de ces communautés de savoir, comment on va gérer chez soi en fonction de la personnalité des participants, des besoins des participants, des attentes de l'organisation. Donc, se donner à soi une façon de faire, un mode à soi de gérer ces communautés de savoir. C'est bon pour vous, Manel?
Alors, je vous lis la question suivante. Y a-t-il un ordre d'importance entre les savoirs, les connaissances et les savoir-faire et savoir-être? Ah oui, oui, ah oui, oui. Bon, j'ai pas le numéro de la diapositive, mais j'ai présenté tout à l'heure. Il y a un ordre. Et l'ordre, c'est 1, le savoir-être, 2, les habiletés, et 3, les connaissances. Les connaissances comme telles ne donnent rien si elles ne sont pas mises en pratique à travers les habiletés. Et les habiletés ne mènent pas très loin si l'état d'esprit de la personne qui met en application ses habiletés n'est pas présente. Autrement dit, le facteur déterminant, c'est le comportement des acteurs au sein de l'organisation. Le malheur, c'est qu'à l'embauche comme à la promotion, la plupart des entreprises mettent l'accent sur les habiletés. Ils embauchent des curriculum vitae, c'est-à-dire des expériences de travail techniques et non pas des comportements. Je reconnais par ailleurs qu'un nombre grandissant d'entreprises porte de plus en plus d'attention au comportement des acteurs, puisque c'est le comportement des acteurs comme tel qui va faire en sorte que les habiletés vont être multipliées pour donner un résultat supérieur à l'activité. Suivante. Alors, qu'est-ce qui devrait venir en premier, le changement personnel ou le changement organisationnel? Alors, c'est intéressant comme question. Ce n'est pas nécessairement facile à répondre. Ça va dépendre évidemment du stade d'évolution de l'entreprise, mais je vous dirais que ce qui ne vient pas en premier, et là je fais une généralisation de cas, ce qui ne vient pas en premier de l'organisation ne viendra pas du personnel. Donc, si la direction au départ ne crée pas un contexte du travail et des conditions générales d'exécution de la tâche qui sont suffisamment engageants, stimulants pour le personnel va réaliser sa tâche. Pourquoi? Parce qu'il y a un salaire de rattacher à sa tâche, mais il n'y aura pas plus, il n'y aura pas au-delà du strict minimum attendu pour justifier le maintien de son emploi. Or, la différenciation dans le marché à laquelle j'ai fait allusion, c'est de permettre aux personnes au sein d'une organisation de s'actualiser au sens de Maslow, c'est-à-dire de réaliser leur plein potentiel. Pour réaliser son plein potentiel, il faut que les conditions générales d'exécution de la tâche et le contexte général de travail soient stimulants, soient engageants. Et ça vient de la direction des entreprises. Suivant. Oui. Alors, y a-t-il un modèle de gestion des savoirs adapté aux bureaucraties professionnelles où les opérationnels sont les experts? Alors là, j'ai un petit peu de mal à saisir le sens de la question. Jean-Pascal, est-ce que vous voulez bien un petit peu développer? Oui. D'abord, pardon d'avoir été autant en retard, mais bon, j'ai quand même, je crois, compris le sens général, j'espère, enfin, en ayant loupé le début. Donc oui, je pense aux bureaucraties professionnelles au sens d'Henri Mintzberg, c'est-à-dire plutôt la santé, les experts comptables ou l'enseignement en quelque sorte, où finalement il y a une vision de la gestion des savoirs probablement au niveau stratégique de l'entreprise et puis finalement des savoirs qui sont portés par les équipes opérationnelles où je reprenais simplement la façon de le dire de Mintzberg où les médecins sont les experts par exemple, mais au niveau des unités de production, quoi, voilà. Oui, alors c'est Jean-Pascal qui me pose la question. Dans une note que je vous ai fait parvenir, et malheureusement les autres ne l'ont pas reçue, je signale que dans le cas du système de santé, dans un hôpital ou dans une institution de santé, les médecins sont les opérateurs comme tels. Oui. Ce sont eux qui accomplissent l'activité de l'organisation. Et dans ce cas particulier, ils sont les détenteurs d'une connaissance qui est en général gérée ou accréditée ou sanctionnée par un organisme indépendant qui n'est pas l'organisme pour lequel ils travaillent. C'est-à-dire, si on prend les médecins, ben, c'est l'ordre des médecins, ou je ne sais pas comment on l'appelle chez vous. Ici, on appelle je pense que c'est l'ordre des médecins, mais je ne suis pas absolument certain. Donc, sur le plan professionnel, ils sont régis par l'ordre des médecins. Alors que sur le plan de l'exécution de la tâche, ils sont régis par l'organisme pour lequel ils travaillent.
Alors donc, dans un cas comme celui-là, les opérateurs sont ceux qui détiennent le savoir pratique qui doit répondre à la demande du marché et c'est à leur niveau que l'ensemble des décisions doivent être prises. Et c'est en général le cas. C'est pas l'administrateur de l'hôpital qui dit au médecin quoi prescrire au client. C'est pas ce qu'on vit au quotidien en France, mais au Québec, je ne sais pas. Bon, je n'essaie pas de vous dire qu'on est meilleur qu'ailleurs. J'essaie tout simplement de situer ma réponse dans une perspective d'amélioration de la situation. C'est au niveau de l'opérateur que les décisions doivent se prendre et à mon sens, à moi en tout cas, et je ne suis pas le seul à penser comme ça, j'ai lu un tas d'auteurs, on estime de plus en plus que les décisions d'ordre stratégique doivent être prises au niveau de l'opérateur, c'est-à-dire celui qui est directement en contact avec le client parce qu'il est au stade de la création justement du client, c'est-à-dire de la réponse à la demande du client, et c'est lui, sur le tas, qui sait ce que le client veut, ce qu'il désire, ce qu'il attend, et non pas l'administrateur de l'organisme pour lequel il travaille. Les stratégies d'investissement et les stratégies de distribution des budgets doivent remonter au niveau des dirigeants de l'organisation. Mais l'activité rendue doit entraîner l'exercice d'une grande discrétion en termes de stratégie de réponse à la demande marché. Et ça ne peut se faire qu'au niveau des deux intervenants que sont le représentant de l'organisme et du client qui sont en contact immédiat au moment où s'exprime la demande et au moment où la demande est satisfaite. D'accord. Alors, vous suggérez d'évaluer la performance sur le cycle de vie entier de l'entreprise? Oui, ça, je ne vais pas revenir sur la totalité de ça à quoi j'ai fait allusion. J'ai couvert cette question-là au moins à 2 ou 3 reprises dans des capsules antérieures. Le résultat est d'exercice financier, donc il est essentiellement annuel, alors que la performance doit être analysée de manière longitudinale, en général sur le cycle de vie entier de l'entreprise. Alors, est-ce qu'on peut dire que les savoirs tacites sont la propriété du personnel et que les savoirs explicites sont la propriété de l'entreprise? C'est extrêmement intéressant comme question parce qu'en fait, tel que j'y ai fait allusion tout à l'heure, je pense, lorsque quelqu'un quitte son employeur, ben, il part avec sa tête, n'est-ce pas? Et partant avec sa tête, il va partir avec 80% des savoirs tacites. Donc, l'entreprise se prive d'un savoir qui pourrait être exclusif à la personne en question. Il arrive, ce n'est pas généralisé, mais il arrive quand même fréquemment, que des gens, dans un contexte donné, détiennent un savoir et qu'il n'y ait pas à peu près personne d'autre dans la même organisation qui détienne la même compétence, en quelque sorte, le même savoir. Alors, si la personne quitte, elle quitte avec sa tête, elle quitte avec son savoir tacite. D'où l'importance de multiplier, comme j'y ai fait allusion tout à l'heure, les communautés de savoir, et d'où l'importance également de se doter de ce que j'appelle un centre de recherche et développement en management. Le management ne concerne pas que le produit à dégager, concerne également les modes, méthodes et pratiques de gestion, conséquemment la gestion des savoirs pour l'accomplissement de la tâche. Donc, est-ce que ça appartient au personnel et à l'entreprise? Ben, écoutez, c'est pas facile à trancher puisque le personnel travaille au sein d'une organisation qui s'appelle l'entreprise. Alors, est-ce que l'entreprise finit par être propriétaire? Le terme est, jusqu'à un certain point, impropre. Quel avantage y a-t-il à concilier les attitudes et les aptitudes du personnel en entreprise? Alors, excellente question. Les attitudes sont des dispositions mentales, c'est l'état d'esprit. Les aptitudes, ce sont les habilités. Alors, comme je l'ai mentionné dans une présentation antérieure, on peut avoir, par exemple, prenons comme exemple, dans 2 entreprises, j'ai un même type de poste occupé par 2 personnes différentes, par la force des choses. Alors, donc, j'ai un ingénieur dans un cas et j'ai un ingénieur dans l'autre cas.
Et dans le premier cas, j'ai un ingénieur qui est le meilleur sur la planète, je lui donne 100% au niveau des habiletés. Mais en termes d'intérêt, c'est-à-dire d'intéressement à la tâche, l'état d'esprit n'y est pas, je lui donne 20%, 20% par 100%, ça donne 20% de résultats à la tâche. Alors que dans la deuxième entreprise, j'ai quelqu'un qui est soi-disant moins compétent au niveau des savoirs, je lui donne 80. Sauf qu'il a 100% au niveau de l'état d'esprit. Il est engagé à la tâche, il fait preuve d'initiative, il apporte des améliorations. Alors 100% par 80, ça fait 80%. Alors, dans un cas, j'ai 20% de résultats et dans l'autre, j'ai 80% de résultats. Le facteur multiplicateur, c'est l'état d'esprit à la tâche du personnel, d'où l'importance du contexte du travail et des conditions générales d'exécution de la tâche, qui sont, je le répète, essentiellement du ressort de la direction de l'entreprise. Si l'entreprise ne pourvoit pas sur le plan du contexte et des conditions générales d'exécution de la tâche, il n'y aura pas beaucoup d'engagement de la part du personnel. Et je ne suis pas en train de faire allusion là aux fantaisies du personnel ou aux caprices du personnel. Moi, je voudrais ceci, puis moi, je voudrais cela. L'entreprise est un compact de mise en commun de ressources et de volonté pour accomplir une même fin. Donc, tout le monde doit mettre de l'eau dans son vin. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Peut-être que tout le monde n'a pas eu le temps de noter sa question ou souhaite prendre la parole. N'hésitez pas. Jean-Pascal? Votre micro est coupé, Jean-Pascal. On ne vous entend pas. Non, oui, je pense au savoir, à la fragilité des savoirs en fait, et en particulier des savoirs collectifs. Là, on parlait donc des équipes près du client, hein, près du bénéficiaire. Alors on parlait de la santé tout à l'heure, mais il n'y a pas que les médecins. Les médecins ne travaillent bien que parce qu'ils travaillent en équipe avec des paramédicaux, des infirmières, etc. Et on ressent une fragilité quand les individus sont plus considérés comme je dirais des fonctions dans une équipe, mais comme un métier interchangeable qu'on peut transformer et transporter de l'unité A vers l'unité B, qui éventuellement, je prends un exemple, par exemple l'infirmière de chirurgie orthopédique qu'on passe en ORL, quoi, pour les pathologies négorgées. Alors là, on a manifestement des visions différentes de la façon de gérer les savoirs, en quelque sorte. Et alors, bon, là, évidemment, je donne toujours des exemples de choses qui ne marchent pas plutôt que de choses qui marchent bien, parce que ça peut être bien fait aussi, certainement. Oui. Mais quand vous parlez de la fragilité des savoirs, vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'évolution de l'activité dans quelques secteurs qu'on se trouve, il y a une complexification qui vient avec un niveau d'élévation des savoirs et des compétences et de la maîtrise des savoirs. Donc, ils sont fragiles en ce sens qu'ils sont de plus en plus appelés à se renouveler, donc à changer. D'où l'importance de les partager. Mais ils ne sont exercés que par des personnes à travers un flux de travail qui comprend des groupes d'intervenants. Donc, les savoirs doivent circuler et l'organisation a tout intérêt à les faire circuler à travers notamment les communautés de savoir. Et les communautés de savoir, en passant, là, dans le sens de la question de Manel tout à l'heure, dans mon esprit à moi, ce ne sont pas des structures qui sont institutionnalisées. Les communautés de savoir doivent être des groupes qui se composent en fonction des besoins du moment et non pas des structures institutionnalisées. Le lundi matin à 9 h, on se rencontre et on en parle. Ça ne donne pas grand-chose pour la simple et bonne raison qu'on se met à répéter de réunion en réunion les mêmes platitudes en somme. Alors que si on a des groupes de travail qui se composent et qui répondent à des besoins plus immédiats, on risque effectivement de résoudre davantage de problèmes. Donc, les savoirs doivent circuler, ils vont
d'autant plus circuler, bien sûr, qu'il y a des interfaces entre les personnes, entre les groupes et entre les différents départements, mais on ne peut pas prévenir, comment dire, la circulation des personnes entre un service et un autre service, parce que normalement, dans une organisation, les personnes peuvent vouloir changer de service. Ce qui est important, c'est le maintien du niveau général de savoir dans la totalité de l'organisation. D'où l'importance de stimuler l'autonomie à la tâche. Et l'autonomie à la tâche, je fais un lien entre l'autonomie à la tâche et la constitution, comme je l'ai mentionné, de façon spontanée des communautés de savoir. Vous savez, les comités permanents dans les organisations, là, j'ai vécu ça à peu près 30 ans de ma vie professionnelle. On se réunissait à la même heure, le même jour, pour répéter les mêmes idioties de fois en fois, et on avait l'impression qu'on n'avançait pas. Pourquoi? Parce que c'était institutionnalisé, justement, et que ça ne venait pas d'un besoin et d'un besoin d'expression à travers l'autonomie que l'on a en vue de la résolution d'un problème particulier. Alors, y a-t-il d'autres questions? Je pense que on a fait pas mal. Vous avez répondu, Marcel, à pas mal de questions. En dehors de Jean-Pascal, est-ce que quelqu'un veut vous partager une expérience autour des savoirs? N'hésitez pas. J'ai pas vu, Cédric n'est pas là. Alors, Est-ce que Cédric... Non, Cédric n'est pas là. C'est lui qui m'a pas parlé des pastèques la dernière fois. J'ai voulu revenir sur cette question que j'ai trouvée intéressante et faire un parallèle entre l'approche pastèque et l'approche melon de miel. Je ne sais pas si en France on connaît l'expression melon de miel, mais le melon vert à l'extérieur et vert à l'intérieur au Québec, ça s'appelle le melon de miel. Allez voir sur Internet, vous allez en voir. D'ailleurs, j'ai donné un exemple à l'écran d'un melon de miel. La grande différence entre les deux, c'est que permettez-moi une expression un peu simpliste, on ne joue pas au fou avec le marché et la clientèle en leur présentant une fausse image à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, tout tourne de travers. Non, l'objet de l'organisation ou de l'entreprise, c'est de se gérer de façon optimale pour optimiser ses ressources et répondre aux besoins le mieux possible de la clientèle et dans le sens de l'impact ou de l'outcome auquel justement Jean-Pascal avait fait allusion lors de la 4e capsule. Il est important de comprendre que le service que l'on a rendu au client, qui est l'output, il reçoit le service directement, mais ça s'inscrit dans une perspective plus large de bien-être social. Et là, on retrouve l'impact ou l'outcome de l'activité économique de l'entreprise. Oui. Ah, pardon, Manel vient de compléter sa question. Donc, vous en pensez quoi de faire participer les employés avec différents savoirs aux mêmes formations? Ce n'est pas bénéfique? Point d'interrogation. Je ne dis pas que ce n'est pas bénéfique. Ce serait une erreur de ma part de dire que de recevoir des enseignements un peu plus structurés, ce n'est pas bénéfique. Au contraire, il y a quelque chose à en tirer. De la même façon que lire des ouvrages aide à mieux saisir. C'est la diversité des sources d'information et c'est la multiplicité des sources d'information dans le sens où j'ai voulu répondre tout à l'heure à la question de Jean-Pascal, c'est-à-dire de la fragilité des savoirs, du besoin de renouveler ces savoirs pour avancer en somme en termes d'utilité au marché par une meilleure réponse. Donc, la circulation des savoirs entre les personnes dans une même organisation devrait élever le niveau de maîtrise, le niveau d'apprentissage, la courbe d'apprentissage des savoirs pour donner un meilleur résultat. Ce que je dis cependant, c'est que toutes les formules de structure et d'institutionnalisation sont à contresens par rapport à l'autonomie et le désir d'engagement et d'actualisation des personnes au travail. En somme, plus on structure, plus on limite. Ça répond à votre question, Manel. C'est bon. Ah, Monsieur Lafont? Je vous laisse prendre la parole. Oui, j'ai écouté attentivement donc le résumé et ça me fait penser un petit peu
à l'économie de la connaissance diffusée par Idriss Aberkan, qui parle justement de cette multiplication de la connaissance et qui fait justement que tout le monde, la connaissance, elle doit se multiplier. Donc quand j'entends effectivement, est-ce qu'on devrait se mettre tous au centre d'information, ça n'a aucun sens. Par contre, la communauté de savoir, telle que vous l'envisagez, telle que intellectuellement, on le voit effectivement, on apprend beaucoup plus lorsqu'on est en discussion, lorsqu'on est en réflexion, plutôt que devant un pupitre, devant devant des tableaux, des standards. On apprend plus en discutant, etc. Mais je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis, au Canada, mais en tout cas, moi, ce que je vois en France, c'est qu'on n'a pas cette volonté. Je me souviens de mon dernière expérience professionnelle où je parlais justement avec mon manager, le DG, justement de sortir, de s'extraire de l'entreprise pour pouvoir parler d'avenir. Ben, c'était même pas la peine d'en parler, hein, une fin de non-recevoir, clair. Je comprends à quoi vous faites allusion là. Cependant, bon, je ne veux pas être simpliste dans ma réponse, mais ce n'est pas parce qu'on fait face à des obstacles qu'il faut jeter l'éponge et dire on ne changera pas les choses. Au contraire, il faut continuer à intervenir pour faire en sorte que les choses s'améliorent. Mais vous avez raison, je veux dire, en passant, j'ai eu l'habitude de dire à mes étudiants, c'est entre vous que vous allez apprendre le plus. Et non pas quand vous vous asseyez en classe et que en avant, tente de vous transférer, comme on dit, des savoirs. C'est pas mauvais d'entendre des choses nouvelles de ma part, mais la partie la plus importante, c'est lorsque vous allez vous assimiler ces données-là et en discuter avec les autres pour faire en sorte que, en fonction des particularités de votre organisation, vous trouviez des applications qui soient utiles à l'avancement des choses dans votre domaine d'activité et non pas faire, comme je le dis à répétition, des applications plates par le biais de l'importation, ce qu'on appelle le benchmarking, soi-disant l'importation de la meilleure pratique du voisin. C'est pas la meilleure pratique du voisin. Vous pouvez vous regarder ce que le voisin fait, vous pouvez vous inspirer de ce que le voisin fait, mais vous devez comprendre que vous devez trouver votre voie à vous puisque votre organisation a ses particularités. Et c'est là où la plupart du temps, ça accroche parce que les gens cherchent des recettes, cherchent des structures, cherchent à institutionnaliser les choses alors qu'il faut les désinstitutionnaliser, c'est-à-dire rendre les communautés de savoir auxquelles j'ai fait allusion autonomes en ce sens qu'elles se forment et se déforment et comprennent les personnes qu'il faut pour résoudre les problèmes qui se présentent au moment où ils se présentent. Donc, il doit y avoir de la fluidité là-dedans. Il doit y avoir, en somme, de l'initiative. Pour qu'il y ait de l'initiative, il faut qu'il y ait de l'autonomie. Et il y a des dimensions auxquelles je n'ai pas fait allusion lors de cette présentation-ci qui sont extrêmement importantes. C'est tout le phénomène de la transparence dans la gouvernance. Si on travaille dans une organisation où l'ensemble de la structure décisionnelle de haut rang, c'est-à-dire les administrateurs et les dirigeants, font en sorte qu'ils ne font confiance à personne, vous vous imaginez quoi? Le reste du personnel ne fera pas confiance à la direction. Conséquemment, on n'atteindra pas un niveau optimal de rendement sur son activité. On est d'accord. Et juste sur l'information, effectivement, que vous diffusez, le partage de l'information et de la connaissance, c'est ce qui a conduit l'humanité à être là aujourd'hui. C'est bien l'émulation à être apportée par le groupe et le fait de partager tous ensemble. C'est jamais été une personne derrière son petit grain de sable qui est arrivé à faire avancer le monde. Vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, la science, tout le domaine scientifique, quelle que soit la discipline, est fondé sur ce à quoi vous venez de faire allusion. C'est-à-dire, les gens cherchent, trouvent des choses et veulent les partager avec les autres et non pas les garder pour eux-mêmes. C'est clair. C'est clair. Mais malheureusement, c'est vrai qu'on est arrivé à alors, je ne sais pas si c'est sur toute la planète, c'est comme ça. On est devenu à une individualisation. Alors, dans la performance, être meilleur que les autres, savoir mieux que les autres, être mieux diplômé que les autres. Moi, je suis diplômé depuis très peu de temps.
en fait. Ouais. J'ai commencé, j'étais autodidacte et j'étais gérant d'entreprise avant de poursuivre. Je vais même, c'est un petit peu marrant, j'ai passé mes diplômes et mes masters après mes expériences. J'étais 10 ans chef d'entreprise, j'ai passé un MAE après. J'ai passé 12 ans responsable QSE, j'ai passé mon master après. Donc ça, comme alors, quoi, écoutez, c'est bien le partage et la connaissance qui fait que… Alors, écoutez, j'ai fait le même cheminement. Alors, mon MBA, je l'ai eu après une longue expérience dans le milieu du travail. J'avais évidemment une formation universitaire préalable, mais ce à quoi vous faites allusion, c'est extrêmement intéressant en ce sens que McGill et HEC Montréal ont mis au point conjointement un MBA et ils ne prennent comme étudiants que des personnes qui ont l'expérience du management. Ils ne veulent pas des étudiants qui n'ont pas connu l'expérience du management, c'est-à-dire l'expérience de gérer des ressources au sein de l'entreprise. Et quand je parle de management, là, j'y ai bien fait allusion lors d'une présentation antérieure, le management, c'est pas les dirigeants dans l'entreprise. Tout le monde fait du management dans l'entreprise. Tout le monde gère une partie des ressources de l'entreprise. Si on n'a pas fait du management, donc de la gestion de ressources d'entreprise, on comprend pas tout à fait quel est le sens possible du management. Donc, le management, ce n'est pas une science, ce n'est pas un art, c'est une expérience de vie fondée sur une philosophie de gestion des ressources dont on dispose pour répondre à un besoin exprimé par la demande. D'accord. Eh bien, écoutez, si on n'a pas une dernière question, je pense que ce sera le mot de la fin. Voilà. Eh bien, écoutez, merci Marcel, merci à tous. Je vais vous mettre en lien dans le chat la page de notre site sur lequel vous pouvez retrouver les replays, puisque ça y est, ils sont enfin disponibles. Les autres replays, donc c'est à la fois la page de programme et la page, tout en fin de page, vous retrouvez l'ensemble des replays. Donc celui d'aujourd'hui sera à disposition d'ici la fin de semaine ou au plus tard en début de semaine prochaine, mais vous allez pouvoir retrouver les 4 premiers en tout cas. Alors sur cette question-là, je voudrais ajouter ceci pour ceux qui sont encore avec nous et pour les autres à venir. Dans le sens où on a parlé avec plusieurs intervenants, là, participants, je devrais dire, à la circulation des savoirs, j'ai fait une présentation. Rien ne vous empêche de revenir par la suite à travers la vidéo sur des éléments de la présentation pour tenter d'approfondir par vous-même des notions et tenter de trouver des applications qui sont propres à votre organisation, qui sont utiles à votre organisation et non pas de faire un copier-coller, comme on dit en informatique, d'une idée qui vient d'ailleurs en disant, ben, si ça fonctionne là, ça va fonctionner ici. Ça ne marche pas comme ça, le management. Pourquoi? Parce que entre en ligne de compte, justement, ce à quoi on a fait allusion tout à l'heure, c'est-à-dire les attitudes des personnes. Les attitudes, c'est l'état d'esprit, c'est la philosophie de gestion. C'est ça qui est l'élément le plus important et c'est malheureusement un des éléments sur lesquels, à l'embauche comme à la rétention et à la promotion, on ne met pas beaucoup l'accent dans l'ensemble des entreprises et des organismes publics. Alors voilà, merci. Merci Marcel pour ce sujet toujours aussi bien traité. Puis merci à tous pour votre fidélité, pour ceux qu'on revoit d'une fois sur l'autre. J'espère pour ceux qui auront découvert l'atelier que ça vous aura plu et que ça vous aura amené des éléments, des pistes de réflexion. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur les prochaines dates si ce n'est pas déjà fait. On vous accueillera avec plaisir. Bon après-midi à tous. Merci, bon après-midi. Au revoir. Merci. Merci à chacun.